François Deroux, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre au mot éducation populaire de notre observatoire de la médiation culturelle dans le champ social. Tu es directeur des Petits Débrouillards, qui est une association d'éducation populaire. La première question que je voulais te poser, c'était peut-être de nous présenter un petit peu les Petits Débrouillards et après de nous dire dans quelle mesure vous êtes une structure présente sur tout le territoire d'éducation populaire. Oui, merci pour l'invitation. Donc, Petit Débrouillard, effectivement, c'est un mouvement d'éducation populaire et, comme on dit chez nous, de culture scientifique et technique, qui sont deux vocables qui ont chacun leur histoire et qui dit bien ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire faire en sorte que la science devienne l'affaire de tous, et notamment des plus jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse particulièrement à ce moment de la vie qui est particulier de l'éducation, de la jeunesse, et donc notre thématique, notre matière première, c'est les sciences et les techniques. D'accord. Alors, je voulais te poser cette question un petit peu qui est assez importante aujourd'hui. Qu'en est-il, selon toi, des idéaux de l'éducation populaire? Les gens n'ont pas toujours de facilité pour la définir, cette éducation populaire, parce qu'elle remonte, les principes de l'éducation populaire remontent à la Révolution française. Est-ce que tu vois des nouveaux enjeux sur l'éducation populaire? Est-ce que toi, dans ta structure, vous le vivez différemment? Alors, je pense qu'il y a deux choses qui ne sont pas tout à fait du même ordre. Je pense qu'on veut faire un peu le point aujourd'hui sur l'éducation populaire en tant que mouvement d'idées, mouvement d'engagement, de socialisation. On va dire le vocable éducation populaire aujourd'hui a un peu vieilli et peut paraître dans certains milieux comme étant un peu dépassé. Cette question-là, en fait, est une question de fond et il faut la traiter en tant que telle. Et puis, en même temps, est-ce que effectivement le projet d'éducation populaire, en dehors de ce que les gens s'imaginent ou les institutions, est-il encore aujourd'hui vivant ou pas? C'est une autre question pour moi. Donc, en gros, pour faire simple, l'éducation populaire, par définition, puisque s'intéresse à tout ce que peut être mis sous le vocable d'éducation en dehors de l'institution, c'est-à-dire en dehors de l'école, l'instruction. En gros, l'instruction et l'éducation se complémentent. Là, on va dire, est un projet qui reste vivant, moderne, et qui aujourd'hui prend des formes extrêmement diverses et variées sur le territoire, par des petites associations, des initiatives, des projets, dans le numérique, dans l'écologie, dans les nouvelles formes de démocratie, comme on peut ici en vivre aussi au Grand Voisin. Mais l'éducation populaire en tant qu'institution, donc plus là, donc vue par les institutions et des fois par certaines structures de l'éducation populaire qui sont institutionnalisées. Comme la Ligue de l'enseignement. Oui, comme beaucoup de ces structures qui sont à l'origine, en fait, qui sont encore très dynamiques par bien des points sur le territoire, mais qui, d'un point de vue politique, sont un peu aussi en crise, en recherche d'identité, comme peuvent être beaucoup d'institutions aujourd'hui, notamment des corps intermédiaires, syndicats, partis, toutes ces institutions qui ont fabriqué la France et son histoire, aujourd'hui, sont un peu remises en cause, mais j'en suis pas encore à dire est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Je pense que la question doit être posée autrement. Mais elle est remise en cause parce qu'effectivement, elle a peut-être été un peu trop institutionnalisée, justement, elle a peut-être un peu trop proche des milieux de pouvoir, et peut-être pas assez, finalement, de la société, ou des personnes, des gens, des enfants, des problèmes, des questions qui sont posées sur le territoire. Tu es en train de dire un petit peu que l'éducation populaire puisait sa force d'être un peu à la marge, finalement, et de n'être pas dans un cadre contraint de transmission. Oui, c'est-à-dire, on va dire c'est un concept très français. À l'étranger, on dirait l'éducation non formelle ou informelle. Donc, on dirait bien que dans ce côté formel, informel, on est dans ce que tu dis. C'est-à-dire, en gros, l'éducation populaire n'a pas de cadre, l'éducation n'a pas besoin de cadre. L'éducation en tant qu'instruction publique, c'est une invention relativement récente. L'éducation populaire, elle est née quasiment en même temps,
dire en fait il n'y a pas que ce moment institutionnalisé où il y a des fonctionnaires qui sont payés pour le faire, où on peut apprendre. On peut apprendre dans bien d'autres moments et bien d'autres cadres. Donc effectivement, il y a un côté très libre et libéré des contraintes dans l'éducation populaire, dans le projet en tout cas, l'éducation populaire. Est-ce que tu vois un lien possible entre action sociale et éducation populaire? Alors, pour moi, personnellement, je ne vois pas de différence. L'éducation est dans le champ du social. Voilà, donc de fait, quand on agit sur l'éducation, on agit socialement, qu'on appelle plus là, on se range par rapport. Encore pour moi, c'est une vision de la façon dont les ministères et les institutions nous ont rangés. Mais l'action sociale, l'action éducative, c'est la même chose. Donc je pense qu'effectivement, il ne devrait pas y avoir d'action sociale sans action éducative, il ne devrait pas y avoir d'action éducative sans action sociale. Est-ce que tu vois aussi un lien entre... nous, on travaille dans une association de médiation culturelle qui en fait, qui ne fait pas que ça. Mais est-ce que tu vois un lien entre la médiation culturelle et l'éducation populaire, dès l'instant où les idéaux de la médiation culturelle sont de recréer aussi des espaces qui ne seraient pas trop contraints pour les personnes, où il puisse y avoir une liberté d'échange, de recréer des temps aussi d'échange particuliers. Donc Oui, sur la médiation culturelle, je dirais un peu pareil, c'est la culture, c'est fondamental pour faire de l'éducation et c'est l'objectif final de l'éducation. Enfin, donc en fait, on peut être évidemment médiateur culturel et faire de l'éducation populaire. D'ailleurs, qu'est-ce que ça pourrait être un médiateur culturel qui ne ferait pas d'éducation populaire? Je ne sais pas très bien. Et on peut faire de l'éducation populaire et de l'action sociale. Encore une fois, par contre, l'histoire des hommes, des femmes, des structures fait qu'aujourd'hui, il y a des grands pans de la société qui sont plutôt rangés derrière une histoire de la médiation culturelle, d'autres plutôt de l'action sociale et d'autres de l'éducation populaire, mais tout ça n'a pas beaucoup de sens si vous prenez juste, et ce que vous, acteurs du cœur, vous défendez aussi comme nous, mettez-vous à la place d'un enfant ou d'un jeune de 15 ans, il y a un animateur scientifique, un médiateur culturel ou un acteur social qui arrive vers lui, qui lui dit bonjour, on va parler de quelque chose, il ne voit pas la différence. Ce n'est qu'une conception du monde des adultes, de la façon dont il s'est organisé. même si au niveau de la médiation, la question de l'éducation, le mot éducation peut poser problème à certains moments, parce qu'il s'agit aussi de faire en sorte que les gens s'approprient finalement une expérience artistique, s'approprient une œuvre, s'approprient un lieu, créent quelque chose de spontané. Donc cette idée-là est assez intéressante, parce que le mot éducation peut aussi être mal interprété. Oui, éducation, je vois ce que tu veux dire, c'est rendu compte d'éducation qui serait là plus instruction. Enfin, voilà, exactement. Oui, donc oui, mais nous, évidemment, on prend une éducation qui est une éducation à co-construire, à faire avec, à partager, donc, à socialiser, pour ce qui est de notre part, les sciences et les techniques, mais si on parle des arts et de la culture, au sens large, c'est pareil. Il y a de l'éducation qui peut être excluante et de l'éducation qui peut être incluante. L'éducation qui peut tenir compte de celui qui apprend et de celui qui passe les savoirs et les connaissances. Donc tout ça n'est encore une fois que, par contre, là, de l'évolution plutôt de la façon dont on va voir et concevoir nos métiers. Donc là, il y a des histoires différentes. Ok, pour rentrer un petit peu dans le détail, tu disais qu'il fallait qu'elle se redéfinisse, cette éducation populaire. Qu'est-ce que tu préconiserais pour qu'elle se redéfinisse et comment vous travaillez cette redéfinition au sein des petits débrouillards? C'est une énorme question, hein. Mais volontairement, je pense qu'au niveau politique, c'est important. C'est direct, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans notre système éducatif? On sent qu'il y a eu des vraies tentatives, on sent que même il y a une grande porosité à un moment
entre les sciences de l'éducation et la médiation culturelle, même si la médiation culturelle se distingue un peu des sciences de l'éducation, bon, il y a des porosités quand même sur les techniques, sur les valeurs qu'on met, une transmission de qualité, où chacun participe, etc. Qu'est-ce qui dysfonctionne en fait? Ce serait intéressant de... Alors, d'abord, bien prendre conscience que entre le moment où on commence l'école et le moment où on va en sortir, donc avant l'enseignement supérieur jusqu'à 18 ans, en gros pour le bac, on passe moins de 20% de son temps à l'école. Quand je dis ça, c'est pas... enfin, moi, j'essaie d'être rationnel. C'est 20%, c'est beaucoup, mais somme toute, c'est pas énorme. Donc déjà, prendre conscience qu'il y a 80% du reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Donc, ces 80% du reste du temps sont des espaces d'éducation populaire. Voilà. Donc c'est les vacances, c'est le temps pour aller marcher à l'école, le temps de la cantine, le mercredi, le samedi, le dimanche, le cinéma, le théâtre, le sport, toutes les activités finalement qui font aussi qu'on va apprendre et découvrir et devenir un citoyen éclairé. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire, la question par rapport à l'éducation, la réforme de l'éducation, si on parle de l'éducation, on parle de tout ce temps-là. Donc la première réforme, c'est de bien comprendre et de bien prendre en compte que l'éducation, ce n'est pas que l'instruction publique. Et ça, je vous assure que c'est pas simple. Aller voir un maire, aller voir un député, aller voir l'État ou des fonctionnaires vont vous dire à chaque fois, oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait à l'école, mais qu'est-ce qu'on fait à l'école, qu'est-ce qu'on fait à l'école? Ben, qu'est-ce qu'on fait en dehors de l'école? C'est la première question. Donc, si on parle d'éducation au sens large, il faut donc revoir l'ensemble des dispositifs et des savoirs et des connaissances et de ce qu'on a comme projet collectif à l'aune de cette donnée-là, c'est-à-dire en gros, on ne parle pas que des moments où on est dans une école avec des enseignants payés pour le faire. Deuxième chose, on aurait pu le mettre d'ailleurs en premier, mais toujours quelque chose qui m'étonne, c'est quand vous posez la question au ministère de l'Éducation nationale ou dans les programmes qui sont toujours, on va dire, l'architecture même de notre système, vous leur posez la question quels sont les objectifs, et aujourd'hui encore on vous répond les objectifs donc, de l'éducation formelle, c'est savoir lire, écrire, compter. Et moi je pense que c'est pas un objectif, je pense que c'est un moyen. Et ça c'est, je pense, un vrai changement, on va dire, de positionnement. Lire très bien, mais pour lire quoi? Avec qui? Comment? Écrire pareil? Écrire quoi? Écrire comment? Et compter quoi? Compter le nombre de chômeurs ou compter le nombre de gens heureux? Lire des lectures diverses et variées. Bon, tout ne peut pas se résumer à juste une formule de type nous voulons que nos citoyens sachent lire, écrire, compter. Nous cherchons à ce que si on devait commencer à réfléchir collectivement, et là je pense qu'il faut mettre tout le monde autour de la table parce que l'éducation est l'enjeu majeur des démocraties et il sera l'enjeu majeur des années à venir, c'est qu'est-ce qu'on peut fabriquer comme citoyen? C'est la seule question. Il n'y a pas longtemps des statistiques sur ces 10%, sur ces 18% du temps qu'on passe à l'école, il y en a la moitié du temps n'est pas un temps d'instruction. C'est un temps de cantine, les couloirs, de l'ordre, de la discipline, voilà. Et des fois, dans certains endroits, c'est plus que 10%, ça monte à 12-13, et dans d'autres endroits, c'est plus calme à 5-6. Mais en gros, déjà, la moitié, en gros, en moyenne, est dédiée à du temps de transfert de contenu, on va dire d'échange, de partage de contenu. Mais donc en gros, il ne reste plus que 9-10% de votre temps. Et sur 9-10%, il n'y en a que 10% de ce temps-là qui est un temps de véritable échange et de co-construction éducative. Et en gros, vous avez soit un élève ou un jeune est en train d'expérimenter, faire des trucs, pratiquer, et il a un échange direct avec l'enseignant,
Sinon, les 9% qui restent, si vous me suivez bien, c'est du temps académique. C'est-à-dire, en gros, l'enseignant qui décline et qui dit voilà ce que je sais, et voilà, vous devez écouter-le. Donc, l'éducation, si on parle d'un pédagogue au sens partage, co-construction des connaissances, partage des connaissances avec les jeunes, c'est que 1% de son temps. C'est énorme. C'est énorme. Et on est tous derrière ces 1%, comme en disant mais qu'est-ce qui se passe, nos enfants, ça marche pas bien et tout. Mais occupez-vous des 99% qui restent. C'est une espèce d'aveuglement incroyable. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail des petits débrouillards, comment vous travaillez ces questions? Quels sont les enjeux que vous vous êtes donnés, enfin, définis? Alors nous, on s'est déjà intéressé au temps. Donc le premier qui nous avait traversé l'esprit, c'était le temps des vacances. Parce que le temps des vacances, l'éducation populaire, c'est un moment très important. Les colonies de vacances, les moments où on est complètement libre et qu'on se retrouve entre enfants, entre jeunes, ni avec ses parents, ni avec des profs, c'est super important. Et ce temps des vacances, en fait, c'est d'éviter. Nous, on envoyait à peu près 1000 enfants en vacances, en camp de vacances, jusqu'à dans les années 90. Et puis, on s'apercevait, par exemple, qu'il y avait, dans la fréquentation des camps de vacances, les tarifs augmentant, les pratiques des camps de vacances diminuaient, notamment dans les classes populaires, voire disparaissaient. Et donc, on a travaillé beaucoup à l'époque avec le ministère de la Ville pour voir comment on pouvait finalement pallier à cette question-là, parce que aujourd'hui, je crois, c'est plus de 50% des enfants qui vivent dans les quartiers populaires qui ne partent plus du tout en vacances. Alors je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais on peut vivre sans partir tous les ans aux Bahamas, mais ne pas prendre ce temps qui dure longtemps, hein, entre les 2 mois d'été, qui sont 2 mois magnifiques, en fait finalement assigné à résidence dans sa propre cité, dans son propre quartier, et ne pas respirer, ne pas voir autre chose, découvrir autre chose, c'est extrêmement préoccupant pour un éducateur, c'est un vrai problème. Donc on a décidé d'arrêter les camps de vacances, et on a proposé un dispositif qu'on appelait les cités débrouillardes, où en fait on allait en bas des tours avec du matos, des tentes, et on emmenait les enfants en découverte dans leur quartier. On ne peut pas faire grand chose parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais on les emmenait en vacances dans leur propre quartier. Donc c'est ce qu'aujourd'hui on fait depuis donc une dizaine d'années, et chaque année là on encadre pratiquement 20 000 jeunes des quartiers, dans plus de 250 quartiers politiques de la ville, qu'on emmène en vacances l'été dans leur propre quartier. Et ça c'est quelque chose que auquel le réseau tient beaucoup, parce que on aimerait faire beaucoup plus, parce qu'on parle de millions d'enfants qui ne partent pas en vacances. Hein. Donc là, moi je vous parlais d'une dizaine de milliers qu'on arrive à avoir une semaine par an. Alors qu'avant, ils partaient en vacances 15 jours, 20 jours, 30 jours. Vous voyez, donc on a un vrai gap, et on ne se rend pas compte que là, on fabrique pas la même société, si on ne s'occupe pas de ces enfants. Et dans la transmission des sciences et des techniques, justement, alors, sont les spécifiquement sur le champ des sciences, on travaille aujourd'hui sur trois domaines. Le premier, c'est l'environnement, parce que ça continue à être la première préoccupation aujourd'hui des jeunes, que ce soit à la campagne d'ailleurs ou à la ville. C'est toutes les histoires dont on parle et qui sont un peu pas forcément faciles à prendre pour un jeune, qui sont des fois culpabilisantes, des fois font peur, des fois se demandent comment on va s'en tirer, les changements climatiques, la perte de la biodiversité, la gestion des déchets, les plastiques dans les océans, enfin, tout ça est assez anxiogène, et on voit bien que tout, là encore, on ne s'en sortira pas par des incantations ou par une seule révolution technologique, mais bien par un changement des comportements et de la façon dont nos citoyens, nos concitoyens demain vont consommer, vivre, partager et être un peu plus raisonnables par rapport à
finalement à des concepts qui sont assez récents et pour lesquels ils ne sont pas forcément d'ailleurs responsables, mais dont ils héritent. C'est-à-dire une planète qui est quand même dans un état un peu préoccupant parfois et des fois, même très préoccupant. Donc l'idée là d'accompagner les jeunes dans la transformation de leur environnement écologique de telle manière à ce qu'ils soient, on va dire, compatibles avec une planète qui puisse nourrir autant d'habitants dans un climat serein, c'est quelque chose qu'on accompagne beaucoup. Parce que derrière, il y a beaucoup de sciences. Il y a des maths, il y a de la physique, il y a de la chimie, il y a de l'écologie, il y a de la biologie, il y a de la sociologie, il y a de l'anthropologie, il y a plein de sciences. Et il faut mettre à jour les connaissances auprès de ces jeunes. Et là, comme nous, on n'a pas de cadre de programme et on n'a pas de contraintes de ce qu'on doit apprendre ou pas apprendre, on va directement transférer des savoirs scientifiques qui sont produits par nos chercheurs, nos scientifiques et nos centres de recherche qui sont extrêmement actifs. Et on va directement les transférer auprès des jeunes pour qu'ils puissent eux-mêmes être des acteurs de leur transformation de leur territoire. Ça, Premier point. Deuxième point, on s'aperçoit que souvent les blocages sont parce que on a du mal à vivre en société, on a du mal à accepter l'autre, sa diversité, mais c'est... Donc là, nous, on a développé aussi pas mal de réflexions sur l'histoire du vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, mais on pense qu'une partie de la solution, c'est parce qu'en fait, on ne se comprend pas bien soi-même. On ne comprend pas bien soi-même comment on fonctionne, comment on catégorise, comment on range, les biais cognitifs qu'on a aussi de fait de l'organisation même de notre structure neuronale, la façon dont on a été élevé, où on a été élevé, ce que nous ont dit nos parents, ce qu'on doit être et ce qu'on est qui est des fois différent. Donc, bien se comprendre pour bien vivre avec les autres. Voilà, donc là, il y a tout un tas de sciences aussi. Et on est très surpris aussi de voir que ces questions d'ailleurs qui font l'objet de beaucoup d'interrogations de la société, laïcité, les religions, la LGBT, l'autre, la homosexualité, tout ça. Enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est paniqué avec ces histoires-là, alors que quand on lit le travaux toujours pareil des scientifiques, on a beaucoup de réponses. Mais elles ne sont pas transmises. Elles ne sont pas transmises. On nous apprend là des sciences qui datent d'il y a 50, 100 ans. Donc il faut mettre à jour. Mettre à jour et puis faire en sorte que les jeunes se comprennent mieux eux-mêmes. Y compris quand ils parlent mal, y compris quand ils défaillent. Il ne faut jamais rejeter la réalité, elle est là, il faut la regarder avec courage. Et le troisième point, qui est plus récent, mais qui nous semble aussi important, c'est comment le monde numérique aujourd'hui vient percuter toutes ces questions-là, les deux premières dont je viens de vous parler. D'une part parce que il a aplati tout le système. Il n'y a plus de verticalité pratiquement dans la transformation de l'information. Donc vous avez un système beaucoup plus à plat, qui est d'ailleurs le projet d'Internet. Hein. Il y a encore un peu des verticalités, mais on essaie de les réduire. Mais ce système d'information fait aussi que vous avez beaucoup d'émetteurs qui vont directement parler à beaucoup de récepteurs et il n'y a plus d'intermédiaires. Et pour un éducateur, c'est une question qui n'est pas simple. Parce que un jeune aujourd'hui, il avait son téléphone portable dans une cour de récréation, il va recevoir 5 informations qui vont être contradictoires avec le cours du prof d'après. Et qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait de tout ça? Comment il fait la synthèse? Et ne pas traiter le numérique en tant que tel, donc la théorie de l'information, la circulation de l'information, décrypter que vous pouvez recevoir, comment on fait la synthèse, et en gros, comment, je dirais avec nos mots à nous, petits débrouillards, c'est comment je réinterroge mon rapport à la connaissance, pas la connaissance. La dernière question, c'est de savoir s'il y a des projets qui ont particulièrement retenu, tu en as parlé déjà,
et qui ont particulièrement retenu ton attention, des projets à l'état embryonnaire qui peuvent donner quelque chose d'assez incroyable, même sur un sujet, sur... Ben, il y a une chose sur laquelle on travaille ensemble avec Culture du Cœur qui s'appelle Respiration, auquel je tiens beaucoup et je pense aussi tout le réseau, c'est que on s'intéresse là plus particulièrement à un public dit en grande précarité, enfin, en tout cas qui ont des problématiques matérielles, des fois psychologiques, culturelles, enfin, sociales qui sont fortes, cumulent beaucoup de difficultés. Et on a développé ce projet avec Culture du Cœur et la Fédération des acteurs de la solidarité qui essaye, en tout cas qui va essayer de remettre de l'éducation et de la culture, justement, d'accès au savoir, à la connaissance, au cœur des résidences et des lieux d'accueil, et notamment pour les jeunes et les familles. Parce qu'effectivement, le traitement social tout seul, le traitement est important, il faut avoir un toit, il faut manger. Mais un individu, une fois qu'il a mangé, c'est autre chose. Il reste un individu entier, il a des besoins, des aspirations, et d'essayer de travailler sur le champ éducatif et culturel dans ce cadre-là nous paraît un projet extrêmement palpitant. Je dirais pour au moins une raison, c'est que l'éducation populaire, elle doit commencer quand même par agir là où il y a le plus de besoins. Parce que je ne dis pas que l'éducation populaire ne peut pas aller s'installer dans les beaux quartiers. Mais si elle ne s'occupe pas des gens qui sont en grande difficulté, de quoi s'occuperait-elle Donc il me semble que c'est un impératif pour nous autres, en tout cas, d'y aller. En tout cas, d'essayer de contribuer, d'apporter ce qu'on sait faire, et de faire en sorte que cet accès à la connaissance, ce rapport à la connaissance, touche finalement tout le monde de la même façon. Et quand on est précaire, comme disait mon ancien président, être pauvre, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de savoir ce qu'on va faire demain. Avec peut-être une petite dernière conclusion, parce que j'ai l'impression que ce que tu dis aussi, c'est que plus que jamais, la question de l'action culturelle, de l'action sociale, de l'écologie, de l'interculturalité doivent être pensées ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé la transversalité entre les matières, mais qu'il y a presque un appel du réel pour les penser ensemble, quoi qu'il arrive. Oui, c'est un peu ce qu'on essaie de faire ici au Grand Voisin, ce qu'on va mettre en place avec Respiration au sein de la fédération, mais effectivement, ça ne s'oppose pas. Mais quand tout va bien, chacun débloque dans son coin, et puis quand ça va un peu moins bien, il faut peut-être se rassembler. Et plus travailler en articulation, en meilleure synergie, et réfléchir public et territoire, et pas réfléchir moi et Et ma ce que j'ai structure. apporté, ouais, d'accord. François Deroux, merci beaucoup pour d'avoir accepté de traiter le mot éducation populaire et fatalement d'en avoir traité d'autres en traitant ce mot-là. C'est un peu toute la magie du mot. Voilà, merci.
À toi. Merci.